est 19 h. Yarana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. Elles sont des femmes à part entière et bénéficient d'une incarcération meilleure que celle des hommes. La journée des droits des femmes a permis à ces détenues de Outania de se faire entendre. 14 prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison pour trafic d'ice entre Hawaï et la Polynésie. La première grosse affaire jugée en ce début d'année. L'audience se tient sur 3 jours. C'est fait, les conteneurs ont été déchargés du Taporo 7, une opération de longue haleine qui a duré toute la nuit. Si l'intervention est réussie, l'attente se fait longue pour les habitants d'Irarumat-Ei. Et enfin, nous irons à Mangareva à la fin de cette édition pour découvrir le pays, la danse traditionnelle de l'île. C'est notre Aïfenua. Malgré la vétusté et l'exiguïté des locaux, les conditions de vie des femmes en détention sont meilleures que celles des hommes. Moins nombreuses, elles ne sont pas exposées aux conséquences de la surpopulation carcérale. À Outania, elles sont 24 détenues sur 28 cellules disponibles. Ce soir, on pousse les portes de cette maison d'arrêt à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Visite guidée avec James O'Hayata-Buluk et Patrick Sing Sing. C'est l'aboutissement d'un gros travail pour améliorer les conditions de détention des femmes, avec pour finalité rendre un peu de dignité à cette population. Actuellement, elles sont 24. Chacune dispose d'une cellule individuelle avec une douche, un WC. Il y a même le téléphone accessible 24 heures sur 24. On vit mieux la détention pareillement avec ce confort. Et grâce aussi à tout ce qu'on nous met en disposition par rapport aux formations, la détention nous a permis d'acquérir des formations qui vont nous servir plus tard. D'où la formation couture, actuellement toujours d'actualité. De son côté, le personnel pénitentiaire le reconnaît. L'amélioration des conditions de détention participe au bien-être des détenus et donc peu d'incidents à signaler. Elles ont le luxe en ce moment d'être seules en cellule, ce qui n'était pas le cas forcément à l'ancien quartier. Et puis les cellules sont beaucoup plus grandes, mieux éclairées et avec une meilleure aération. Et en plus, elles sont équipées de douches avec leur propre WC, ce qui n'était pas le cas aussi avant. J'apprécie beaucoup les surveillants. C'est vrai, ils sont toujours là pour nous soutenir et puis pour nous donner aussi des bonnes choses pour qu'on ne puisse pas retomber dans les choses que nous, on a commises pour être ici. En cette journée du 8 mars, le centre pénitentiaire pour femmes reçoit la visite d'une invitée particulière, la ministre des Solidarités, chargée de la condition féminine. Je suis venue pour voir 2 points, effectivement, les conditions de détention des femmes en Polynésie et également de voir les conditions d'accueil des familles qui viennent rendre visite à leur membre de la famille qui est détenu, ou chez les hommes ou chez les femmes. Ce qu'il faudra améliorer, c'est les liens dedans-dehors et les pousser à l'extrême. À savoir qu'actuellement, on commence à mettre en place avec le CFPA des formations qui ont lieu soit au quartier femmes, soit à l'extérieur pour les femmes. Et l'objectif, c'est que ces formations qui sont de courte durée puissent être transformées et que l'essai soit transformé pour que les détenues femmes puissent accéder à des formations au long cours à l'extérieur. Réintégrer la société après avoir purgé leur peine, un véritable défi pour ces détenues femmes. Elles pourront compter sur l'accompagnement du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et parmi toutes les femmes distinguées du pays, Tilda Harihue, une femme engagée et remarquée pour sa force d'engagement, un véritable couteau suisse, cette retraitée de l'éducation est présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles et endosse avec brio plusieurs responsabilités dans d'autres domaines d'activité. Son portrait est signé Arihuetif Afana Sandroli et Hubert Liao. Dans du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La foi rythme le quotidien de Tilda et sa famille. Comme tous les dimanches, enfants et petits-enfants sont réunis autour du repas dominical. C'est un rituel perpétué depuis des générations. Parce qu'avec mes grands-parents, tous les dimanches, c'est un truc sacré, le Mansissi. Quand je vois mes motos grandir, ça nous rappelle un peu notre jeunesse. Et je suis content d'eux. 47 ans de vie commune avec Taya Napa, ils ont bâti une famille unie. Communication et cohésion sont les clés de cette réussite. On discute énormément et je pense qu'il n'y aura pas de secret.
entre nous. Les enfants ont toujours pris l'habitude d'être qu'on se voit avec mes parents. Ils sont tout le temps derrière leur grand-mère. Quand elle fait ses sorties même dans le quartier pour aller visiter les familles. Plusieurs fois par semaine, Tilda fait le tour des quartiers pour venir en aide aux plus démunis. Toujours bien accueillie, elle prend soin d'eux comme de sa propre famille. Nora sort de 3 mois d'hospitalisation. Tilda, elle apporte dans la vie de tous les jours la joie, la confiance, l'amour d'un foyer. J'ai été directrice d'école, donc c'est un petit peu aussi ma façon de donner quelques leçons sur la vie aussi. Et puis après moi-même, depuis 47 ans, je suis mariée, donc j'ai une expérience de vie que je peux partager. Sidonie a perdu son mari il y a 6 mois, la faute au Covid. Aujourd'hui, elle se relève petit à petit. J'aime beaucoup son soutien en ce moment, parce que j'en ai bien besoin d'un épaule pour pleurer, surtout pour se battre à nourrir ses enfants, même si je suis veuve. Le soutien de Tilda est sans frontières. C'est aussi elle qui les dirige vers les associations caritatives, comme les Secours catholiques. On voit vraiment la nécessité d'aider au niveau du linge, parfois aussi au niveau de quelques aliments quand il leur en reste, mais on table beaucoup plus sur le linge. En toute humilité, Tilda continue de venir en aide aux familles les plus démunies. Un combat pas toujours facile, mais elle le sait. Elle pourra toujours compter sur sa foi en Dieu et le soutien de sa famille pour l'épauler. Et les femmes ont été célébrées aussi à Nukuhiva. Sur place, des animations artisanales, ludiques et interactives ont été organisées. Pour ce faire, les artisanes, les professeurs de musique, les sages-femmes, les masseuses et même les tatoueurs ont accepté d'animer bénévolement ces ateliers visant à faire en sorte que toutes les femmes de l'île passent une journée inoubliable. Jeanne Kautey, première adjointe au maire et coordinatrice de cette journée, répond à Marie Curva. Nana a acquis un certain savoir et n'a plus honte de s'exprimer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont à la tête de petites entreprises, voilà, qui se débrouillent par elles-mêmes, qui apportent de l'argent dans le foyer et qui arrivent à gérer sa vie familiale avec sa vie en entreprise et tout. Et on les voit épanouies dans leur travail. Pierre Frébault sera démis de ses fonctions à l'Arras, en a décidé le gouvernement. Dans un courrier qui lui a été adressé, il est convoqué à un entretien préalable vendredi à 8h. Une sentence, semblerait-il, pour celui qui était chargé de faire appliquer la loi sur l'obligation vaccinale après s'être opposé aux décisions de l'exécutif. Et selon nos confrères de Tahiti Info, 28 agents de l'agence de régulation ont affiché leur soutien au travers d'un courrier adressé au président du pays et lui demandent une audience. C'est le premier gros procès de l'année. Il se tient sur 3 jours et implique 14 prévenus. Tous sont soupçonnés de trafic d'ice entre Hawaï et la Polynésie. Le délit va plus loin car ils auraient même tenté de reproduire de la méthamphétamine sur le territoire. Compte rendu de cette première journée d'audience avec Chiquita Darouzès et Jérôme Lee. Tout est parti de l'arrestation en mars 2019 de l'un des prévenus avec 26 grammes d'ice. Il révèle lors de sa garde à vue un trafic entre Hawaï et la Polynésie impliquant plusieurs personnes, dont le présumé cerveau Andrew. Ce dernier aurait fait venir 800 grammes de méthamphétamine à chacun de ses voyages, des propos qui restent encore à prouver selon son avocat. Beaucoup lui prêtent un rôle clé, mais c'est peut-être aussi une manière de se décharger de son propre rôle. Donc c'est pour ça que les débats sont très utiles aujourd'hui, pour savoir quelle était exactement la place de chacun dans ce dossier. Le présumé boss se serait servi d'une, voire de plusieurs chambres dans un hôtel de la côte Est pour ces transactions. En ce premier jour où près d'une dizaine de prévenus sont entendus, difficile pour les magistrats de retracer une vérité dans ce dossier, tant les versions divergent. C'est des faits qui sont très anciens, qui datent de 2017, 2018, 2019 pour les plus récents. Donc on est
On est à 3 ans pour les faits les plus récents et 5 ans pour les faits les plus anciens. Donc vous avez pu voir ce matin que les réponses sont parfois un peu évasives parce qu'effectivement, se rappeler d'un fait précis, d'une date précise d'il y a 5 ans, c'est jamais extrêmement facile. Dans ces affaires d'ICE, je veux dire, on cherche un petit peu à sauver un petit peu sa peau, surtout quand on est un petit peu à la tête du réseau ou on est dans la pyramide, disons, au haut de la tête. La justice a encore 2 jours pour mettre la lumière sur ce trafic. Selon leur degré d'implication, les prévenus encourent des peines allant de 6 mois à 10 ans d'emprisonnement. Et la Chambre d'instruction donne raison à Oscar Temaru et ordonne la restitution des 11 millions de francs pacifiques saisis sur ses comptes personnels. Elle estime en effet qu'au moment de cette saisie, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elle puisse être valablement ordonnée. Une victoire donc pour les avocats du maire de Fa'a. On écoute l'un de ses conseils juridiques au micro de Jérôme. Aujourd'hui, cette décision est invalidée par la Chambre de l'instruction de sorte qu'elle ordonne la restitution des fonds aux époux Temaru puisque c'était sur leur patrimoine, les fonds de leur patrimoine qui avaient été saisis. Je vous rappelle, dans un contexte assez particulier, puisqu'on reprochait au Tavana d'avoir fait prendre en charge ses frais de défense par le budget communal, par la commune, et le parquet estimait que c'était une infraction à ce moment-là. Eh bien aujourd'hui, la Chambre de l'instruction nous dit que non. Au moment effectivement où la décision a été prise, ce n'est pas une infraction pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à saisie. La prochaine audience concernant l'affaire Radio Tefana est-elle fixée au 14 mars? Et enfin, pour clore ce chapitre, les dirigeants de la subdivision de l'équipement à Ta'a ont été condamnés pour détournement de biens publics, escroquerie, faux en écriture et recel. L'ex-chef écope de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Pour mémoire, 10 personnes étaient impliquées dans cette affaire et seules 5 ont été reconnus coupables. Plus d'égalité dans l'attribution des moyens et plus de respect des agents. Ce sont quelques revendications des douaniers en grève aujourd'hui. Une action symbolique aussi en ce 8 mars pour dénoncer la situation d'un ancien cadre des douanes décoré de l'ordre de Tahiti Nui en décembre dernier et condamné pour harcèlement sexuel et moral. Ropati Tiaitau, la co-secrétaire générale du syndicat Solidaire Douane, répond à Gilles Tautou et Jacques Damour. On s'est mis en grève, comme on l'avait dit, à titre symbolique pour la journée des droits de la femme et pour derrière pouvoir protéger les victimes qui pourraient subir du harcèlement. Et on attend justement de voir le président de la Polynésie s'il veut bien en discuter avec nous sur l'ensemble de nos revendications, notamment l'égalité des moyens. Moyens humains, moyens structurels, moyens fonctionnels que l'on réclame, égalité d'avancement de carrière par l'océanisation des cadres et le recrutement local. La situation du Taporo 7 est enfin débloquée. La trentaine de conteneurs a été déchargée. Ils contiennent des marchandises alimentaires, du ciment, du gravier et des parpaings destinés au Raromat Ei. Là-bas, les habitants commencent à s'inquiéter car les étals des magasins se vident au fil des jours qui passent. James O. Hitimanaki, Jacques Damour et nos correspondants. C'est un balai incessant de containers de plusieurs tonnes, soulevés depuis cette barge côté mer, mais également depuis le quai. Le navire se déleste peu à peu de sa cargaison. Les opérations sont réalisées par l'entreprise Boyer, spécialisée dans les travaux maritimes et portuaires depuis 1985. Sur le côté terre, on a une grue qui a la capacité de lever 100 tonnes et sur la mer, on a une grue qui a une capacité de lever 160 tonnes. C'est le cas ce soir ? On est pratiquement aux limites des capacités de grue et c'est pour ça qu'on a mis une grue de chaque côté pour décharger la moitié de terre et la moitié de mer. Suspendu peu avant minuit, le transbordement a repris au petit matin pour s'achever dans l'après-midi. Mais le Taporo 7 n'est pas tiré d'affaire pour autant. Aux îles soulevant la pénurie guette chez les commerçants, exemple dans ce magasin d'alimentation générale à Bora Bora. Comme vous pouvez voir, les rayons frais sont totalement vides. Les rayons secs il manque beaucoup de produits à cause des ruptures déjà qu'il y avait avant. Du fait qu'on ait eu que le Taporo pendant une semaine et demie. Après, du coup, il nous manque énormément de stock. Il nous manque beaucoup de choses.
Les stations-service ne sont pas épargnées. Quand il n'y a pas le bateau, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de gaz. Même situation à Raïatea, où les commerces sont déjà impactés par la crise sanitaire. Déjà, on a beaucoup de problèmes d'approvisionnement du fait du conflit mondial qui est en train de se faire au niveau donc, des portes conteneurs. On sait que c'est très difficile en ce moment d'être approvisionné en Polynésie et on avait donc plus qu'une seule goélette, donc le Taporo, pour nous livrer vu que la Waikinui était sur quai. Je pense que c'est aussi la richesse dont on doit faire preuve, c'est-à-dire développer les ressources dont nous disposons ici au Whenua et au niveau alimentaire notamment, apprendre à optimiser nos déplacements et faire avec les ressources qu'on peut générer nous-mêmes. En attendant, la population des Raromat'ai doit prendre son mal en patience. Le Taporo 6 doit quitter Papeete demain mercredi. Le Waikinui, quant à lui, a repris du service et fait route pour Huahine. Et nous poursuivons avec l'élection présidentielle. Depuis hier, la première lance les débats avec les représentants officiels des candidats à cette élection. Après un premier débat en français hier, un second s'est tenu aujourd'hui en tahitien. Autour de la table, Tepuaror Iter Itei pour la République en marche, Holira pour le Front National et Jackie Briand pour les écologistes. Droit des femmes, nucléaire, axe Indo-Pacifique, tout est passé à la loupe. Vous pourrez le suivre en télé ce soir à partir de 20h55. Et vous le savez, désormais, 12 candidats vont s'affronter au cours de cette campagne présidentielle. Nathalie Arthaud se présente pour la 3e fois consécutive pour le parti Lutte ouvrière, avec moins d'1% des suffrages obtenus lors des élections de 2012 et 2017. Celle qui porte son combat contre les méfaits du grand capital persévère, avec toujours le même programme. Serge Massot l'a rencontré. Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Nathalie Arthaud définit son profil politique en 3 mots. Elle est communiste, révolutionnaire et internationaliste. Ça signifie être du côté des travailleurs. Parce que quand on est travailleur, quand on doit gagner sa vie, eh bien, on est exploité. On voit les richesses qu'on produit être confisquées à un pôle. Et quand on appartient au monde du travail, eh bien, on vient de tous les continents. Voilà, c'est le camp des travailleurs, il est internationaliste. Les Outre-mer sont régulièrement secoués par des mouvements sociaux contre la vie chère, pour l'emploi, une effervescence sociale qui plaît à Nathalie Arthaud. Ça me rend toujours très optimiste quand je regarde cette révolte. Mais je crois qu'il y a aussi cette histoire de colonisation qui fait qu'il y a un peuple qui est souvent insurgé. Voilà. Donc moi, je me reconnais dans cette révolte-là. Elle ne pense pas vraiment accéder à la présidence de la République. Ce qu'elle veut, c'est que les travailleurs prennent leur destin en main. Je pense que la société, elle devrait d'abord fonctionner pour répondre aux besoins, aux intérêts du monde du travail, c'est-à-dire de ceux qui produisent les richesses, de ceux qui créent cette vie sociale. Donc, qui d'autre que les travailleurs eux-mêmes peuvent le réaliser ? Le déboulonnage de certaines statues, la remise en question de l'histoire coloniale, Nathalie Arthaud approuve. Oui, je le comprends, j'en suis totalement solidaire. Et ce qui est révoltant, c'est de voir que finalement les descendants des esclavagistes sont encore ceux qui tiennent le haut du pavé. Voilà, et ça, c'est révoltant. Donc le combat, il doit continuer. La candidate Lutte ouvrière est pour l'autodétermination des peuples, comme en Nouvelle-Calédonie. Mais pour elle, la quête d'indépendance n'est pas une réponse suffisante. La véritable émancipation pour le monde du travail, c'est finalement de prendre le pouvoir lui-même. Donc voilà, c'est pas seulement l'indépendance, c'est aussi un gouvernement des travailleurs. Il y a 5 ans, Nathalie Arthaud avait recueilli 1,7% des suffrages dans les Outre-mer. Et demain, nous vous présenterons Yannick Jadot, investi par la primaire écologiste.
Pour terminer ce journal, nous partons à Mangareva pour découvrir la danse traditionnelle de l'archipel. Elle peut être considérée comme une œuvre culturelle unique qui a su traverser les âges. Percussion lancinante, sobriété gestuelle et chorégraphique rythmique, simple et répétitive, hypnotique, même la danse de Mangareva est remarquable à bien des niveaux. Evar Aputu et Sandroli nous expliquent son origine et sa signification. Nous sommes en l'an 2000 à l'inauguration de la place Toata. Une troupe affrétée par le président de l'époque, Gaston Floss, fait son apparition et enflamme la scène avec son pays, danse traditionnelle mangarévienne. La Polynésie découvre alors la danse, appelée aussi le Oritapu. Monique Paheo, 70 ans aujourd'hui, fait partie des personnes qui essaient de garder précieusement cette culture. On respecte, hein, parce que nos parents, ils ont vécu comme ça, et puis nous, on respecte notre culture. Et il faut taper les pieds, il faut balancer les bras, et c'est toute une préparation. Voilà. Alors, il y a beaucoup qui posent la question, pourquoi vous tapez les pieds comme ça, hein? Ah ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On ne tape pas les pieds pour rien. À l'époque, le pays était dansé lors des fêtes du Tiuré, du 14 au 16 juillet. Toutes les familles quittaient leur foyer pour ce moment de rencontre et de partage. Chaque district venait avec sa troupe. Pour vivre dans le Tiuré ici, eux, ils vivent en famille. Que tout le monde participe, que tout le monde prépare, que chacun donne sa main, que chacun donne son idée. Alors, pour préparer quelque chose pour le Tiuré ici, alors, les districts, ils viennent avec leur main, avec leurs moyens, le bateau, la pirogue et tout ça, pour arriver ici. C'est ça. Mais ce temps est révolu. Pour le Heva, une seule troupe monte sur scène menée par Dani Paheo, fervent défenseur de la culture mangarévienne. La base, la danse du pays signifie frapper le sol, hein, la terre, en connexion entre la terre et l'humain et l'homme. Alors la particularité de notre danse, qu'on n'a pas de déhanchement par rapport au Tahiti. Alors c'est vrai que c'est une danse très... comment dire, très cardio déjà au départ, il faut avoir du souffle. Et en même temps, la beauté de cette danse, tout le monde part du même pied, c'est-à-dire le pied droit. Toujours, on commence par le pied droit et tu vois l'alignement, c'est comme des militaires. Tu vois, ils sont là, c'est comme ils sont au garde à vous, c'est ça la beauté. Moi, je m'exprime souvent et c'est ce que je dis toujours aux jeunes, hein. Il ne faut pas bâcler cette culture, cette danse, parce qu'elle est unique. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour notre danse, le pays. Pays vraiment, pays c'est frapper. Le pays est rythmé par le son d'une boîte de biscuits ou d'un plat de cuisson retourné. Mais cela n'a pas toujours été le cas, selon Monique Paheo. Les boîtes de biscuits, à l'époque, il y a des gens qui sont venus ici, il y a des bateaux qui viennent ici à Arquitaire pour acheter des nacres et puis vendre des meubles. En échange avec des nacres, en échange du café et tout ça, et bien ils ont fait échange de biscuits avec ça. Alors avec la boîte. Alors c'est des grandes boîtes comme ça. Alors nous, les enfants des arrivés à l'époque, ils ont tapé, ils ont trouvé que c'est magnifique. Le son, alors ça y est. Le pays a gardé toute son originalité, mais pour qu'il perdure encore, Dani le transmet à la jeune génération. Le Heva est une occasion de ramener l'homme de la terre à sa culture.
C'est la fin de ce journal. L'information principale du jour, les droits de la femme célébrés aussi en Polynésie, activités ludiques, artisanales ou encore conférences. De nombreuses animations ont ponctué cette journée. La ministre en charge de la condition féminine s'est également rendue au centre pénitentiaire pour femmes à Fa'aa. Elle a constaté sur place leurs conditions de détention. Une campagne consacrée à l'étude des réservoirs en eau potable débute à la fin de cette semaine à Taitim Orea Bora Bora Ta'a. Anne Rinjar, géophysicienne au Bureau des recherches géologiques et minières, nous expliquera en quoi elle consiste dans votre émission L'invité café. Tahiti Info s'intéresse demain à cette décision de la Chambre d'instruction à la saisie bancaire de Temaru levée. À suivre sur la première, les enquêtes du commissaire Van der Valk, une série anglaise, suivie d'un débat sur l'élection présidentielle. Et enfin, après une semaine de conflit, France Télévisions et Radio France, aux côtés de la Croix-Rouge française, s'associent pour lancer un appel aux dons en soutien au peuple ukrainien. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.